Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à venir parler aujourd'hui de ce sujet qui nous tient à cœur et qui a fait quand même pas mal couler d'encre au cours de l'année écoulée. Donc on va parler des repères sur la maladie de Lyme. Donc ça, c'est mes liens d'intérêt. Donc le contexte que vous connaissez tous, c'est que c'est une des maladies qui a entraîné un débat les plus houleux au cours des années précédentes, avec dans les particularités par rapport à d'autres maladies, c'est que c'est un diagnostic qui est souvent revendiqué. C'est assez rare que les patients viennent en exigeant ou en souhaitant fortement avoir ce diagnostic. Et l'hétérogénéité des traitements est aussi une autre particularité de cette maladie, puisqu'on peut vraiment avoir des grands écarts entre ce qui est fait en fonction du médecin qui prend en charge le patient. Et tout ça est un petit peu alimenté par le battage médiatique que vous avez sans doute tous expérimenté. Et c'est vrai que si on se met du côté du patient, la parole du médecin qu'on a en face de nous, si on vient de croiser sur le kiosque de presse que c'est une épidémie qu'on essaye de vous cacher, bien sûr, la confiance démarre déjà assez mal. Et c'est vrai que des magazines ont vraiment beaucoup mis de l'huile sur le feu pendant cette polémique. Donc l'objectif de ce que je vais vous raconter là pendant une petite vingtaine de minutes, c'est qu'on va essayer de regarder ce dont on est sûr. Parce que bien sûr, il faut vivre avec le doute, et c'est comme ça qu'on fait des progrès en médecine. Mais il faut aussi essayer de faire le tri entre les choses dont on est certain que ça va rendre service au patient, ou à l'inverse, que ça ne va pas lui rendre service. Et à chaque fois, je me référerai aux nouvelles recommandations, parce qu'elles sont récentes, elles datent d'il y a quelques mois, et qu'on s'est beaucoup appuyé pour ces recommandations sur des données solides. Alors juste le panorama des sociétés savantes avec lesquelles on a établi ces recommandations au printemps dernier, juste pour passer un message qui est vraiment important. Autant on peut dire qu'il y a un débat sur la maladie de Lyme, qu'il y a une polémique et tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de controverse scientifique particulière par rapport à d'autres maladies. Et pour rédiger ces recommandations avec les collègues, ça a été même particulièrement fluide, c'est-à-dire qu'en 6 mois, entre le moment où on a contacté les différentes sociétés savantes concernées et le moment où les recommandations ont été publiées, on n'a eu aucun désaccord particulier. On a discuté certains points sur la façon de les exprimer, mais toutes les disciplines médicales françaises concernées par la maladie sont en phase, et c'est plutôt rare finalement en médecine. Donc il y a certes une controverse, mais qui n'est pas scientifique vraiment, c'est plus des courants de pensée. Vous allez avoir, ou vous avez sans doute eu le temps de jeter un œil sur le compte-rendu de ces recommandations qui vient de paraître dans la revue Exercer, mais on reprend pas par pas les différentes choses sur lesquelles on s'est appuyé pour aboutir à ces recommandations. Donc ceux qui sont passionnés par le sujet, je vous encourage à parcourir ça. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les choses dont on est certain pour la maladie de Lyme, d'abord, c'est que c'est une maladie bactérienne. La bactérie s'appelle Borrelia burgdorferi et elle fait partie d'une famille de bactéries qu'on appelle les spirokétoses. Donc, c'est des petites bactéries spiralées, comme la syphilis, comme la leptospirose. Et elles ont des points communs qui sont intéressants à souligner ici. Le premier, c'est que c'est vrai que c'est des maladies qui peuvent donner pas mal d'atteintes un petit peu perturbantes. Ça peut ressembler à des maladies systémiques, la syphilis comme la leptospirose, et comme effectivement la borréliose de Lyme. Et la deuxième particularité qui, elle, est plutôt favorable, c'est que c'est des bactéries qui sont très mal équipées pour créer des résistances. Et elles sont toutes restées parfaitement sensibles à la pénicilline, qu'on utilise pourtant à larga manu depuis plus de 70 ans. Il y a exactement la même efficacité de l'injection de pénicilline sur la syphilis en 2019 qu'il y avait en 1945 quand on a commencé à l'utiliser. Et c'est vrai aussi pour la leptospirose ou pour le Lyme. Donc des bactéries pas très aptes à faire des résistances aux antibiotiques. L'autre point qui est important, c'est que le réservoir animal est très large, et donc c'est ce qui fait le succès épidémiologique de la maladie, c'est que la tique qui transmet cette bactérie peut se nourrir sur à peu près n'importe quel mammifère, mais aussi sur les oiseaux, et finalement elle choisit l'hôte en fonction de ce qui passe à sa proximité et puis de son stade. Et la tique, qui est donc le vecteur de cette maladie de Lyme, s'appelle en France Ixodes ricinus, et est quand même pas mal infestée, puisqu'on estime, il y a pas mal d'études là-dessus, de gens qui vont ramasser des tiques dans les différents coins en France et qui peuvent vous dire la prévalence du portage. C'est en gros entre 0%, ça c'est le PACA, et 20%, c'est si on va vers l'Alsace ou vers le Limousin, par exemple. Et la vie des tiques, c'est pas très drôle. Elles ont droit qu'à 3 repas dans leur vie. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir son restaurant quand même. Vous avez la larve qui va se nourrir une fois sur un mammifère qui est souvent un petit mammifère parce qu'elle est petite, un petit rongeur notamment, et qui à cette occasion peut devenir infectée.
Donc ensuite, elle évolue au stade de nymphe, elle va faire son deuxième repas à ce stade-là, et c'est à ce stade-là qu'en général les hommes sont potentiellement contaminés, parce que là, la nymphe est infectée, mais elle est encore d'une taille suffisamment petite pour ne pas passer inaperçue pendant quelques heures et donc avoir le temps de transmettre la maladie. Mais ça peut être d'autres mammifères, hein, en fait, c'est n'importe quoi qui passe à portée. Et puis après, la tique passe au stade adulte où elle va faire son dernier repas avant de mourir. Sur l'épidémiologie, Santé publique France surveille ça depuis longtemps, hein, depuis plus de 10 ans en ce qui concerne les diagnostics de maladie de Lyme qui sont faits en ville grâce au réseau Sentinelle des médecins généralistes volontaires. Donc c'est quelque chose qui est très reproductible depuis plus de 10 ans et qui avait permis de dire au moment où on a publié les recommandations, on avait tous les chiffres de 2009 à 2017 avec une méthode qui n'avait pas bougé. Et ce qu'avait dit donc Santé publique France, c'est qu'il y a une tendance à l'augmentation, mais qu'il n'y a rien qui soit significatif pour l'instant, mais qu'il y a une tendance qui d'ailleurs pouvait s'entendre dans le sens où il y a le réchauffement climatique, il y a des gens qui font de plus en plus de promenades en forêt, et peut-être aussi le fait qu'on en parle de plus en plus fait qu'on fait plus de diagnostics. Et l'autre versant, donc sur la partie droite de la diapositive, c'est le nombre de patients qui sont hospitalisés et qui sortent de l'hôpital avec un codage maladie de Lyme. Là, la surveillance est plus ancienne, c'était de 2005 à 2017. Ce n'est pas du tout les mêmes formes, hein, c'est les formes hospitalisées avec une majorité de neuroborréliose. Et là encore, les conclusions à ce moment-là, c'était de dire pas de tendance significative. Donc, au moment où on a fait les recours, on suspectait que ça allait émerger, mais ce n'était pas encore sûr. Et un mois après les recos, Santé publique France, qui venait d'analyser les données 2018, a un peu modifié cette vision en disant, finalement, quand on reprend les données en rajoutant ce qui a été vu en 2018, il y a une augmentation du nombre de diagnostics de maladies de Lyme qui est fait en ville, qui sont plus de 95% d'érythèmes migrants, et qui représentent un cas pour 1000 habitants, comme ça c'est facile à retenir. Donc sur 65 millions d'habitants, on peut dire qu'il y a 65 000 nouvelles maladies de Lyme chaque année en France. Si on regarde un peu plus en détail l'épidémiologie, donc il y a cette répartition géographique dont je vous ai parlé. Il n'y en a que en France métropolitaine, hein, il n'y en a pas dans les dom-toms. S'il y a des collègues des dom-toms dans la salle, ils sont plutôt tranquilles. Et donc en France, le Limousin et l'Alsace tirent un peu la bourre chaque année. En ce moment, c'est Limousin qui est un peu au-dessus. En termes de saison, la majorité des cas, qui sont donc le plus souvent l'érythème migrant, c'est diagnostiqué entre mars et octobre. Hein. C'est à la fois une plus grande activité des tiques et puis une plus grande probabilité d'aller les rencontrer dans la forêt. Et pour les cas hospitalisés qui sont un peu plus tardifs, puisque c'est les formes disséminées qui surviennent quelques semaines après la contamination, ben c'est un peu décalé, c'est plutôt entre juillet et septembre. En termes de prévention, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été exposé aux piqûres de tiques? Vous connaissez bien ça. La première chose, c'est de vérifier si on a ou pas été piqué. Donc, il suffit de faire une inspection assez minutieuse de l'ensemble du corps et sans oublier le cuir chevelu. Et les recommandations de nos experts, on avait aussi un entomologiste dans le groupe, étaient de renouveler l'inspection le lendemain, avec l'idée que si la tique gonfle, elle est parfois, la nymphe notamment, est parfois visible le lendemain, mais pas le jour même, et que c'est encore bénéfique de l'enlever à ce moment-là. Puis vous avez sur ces photos ce à quoi ça peut ressembler quand c'est une piqûre de larve, de nymphe ou d'adulte, et c'est vrai que ce n'est pas si évident. Qu'est-ce qu'il faut faire si on en trouve une? La recommandation, c'est de faire une extraction mécanique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la stresser, la tique, puisque normalement, si on n'arrive à pas la stresser, elle n'a pas le temps de régurgiter, mais si on la stresse, par exemple, en commençant par de l'antiseptique, le réflexe va être qu'elle va régurgiter et donc augmenter les chances de contamination de la peau sur laquelle elle est fixée. Donc l'extraction mécanique peut se faire avec les tire-tiques, mais ça peut se faire avec n'importe quoi finalement. Ce n'est pas la peine d'attendre le lendemain que la pharmacie soit ouverte. Si vous avez une pince à épiler, ça fait aussi l'affaire. Ensuite, on désinfecte et ensuite, on fait une surveillance, sachant que l'érythème migrant, et ça a été très bien étudié avec des biopsies cutanées, des PCR et tout ce qu'on veut, ne survient qu'entre 3 jours et 30 jours après la piqûre contaminante. Donc ce qui survient dans les premières heures ou les 48 premières heures, c'est de la réaction allergique à la tique ou bien une autre bactérie beaucoup plus rapidement évolutive. Et au-delà d'un mois, il n'y a plus de risque de faire un érythème migrant. Donc cette consigne d'autosurveillance de la zone sur laquelle on a trouvé la tique suffit en général à se rassurer. Est-ce qu'il faut faire une prophylaxie après une piqûre de tique? Alors là, on a une belle étude randomisée qui répond assez bien à la question, qui avait été faite dans un coin des États-Unis, dans l'État de New York, qui est une des zones hyper endémiques, au-delà de tout ce qu'on peut voir en France.
Et ils avaient fait une belle étude où chaque piqûre de tique était d'abord confirmée par un entomologiste qui disait que c'était bien la tique transmettrice, donc Ixodes aux États-Unis, c'est Scapularis, c'est pas là tout à fait la même que la nôtre, mais c'est pareil. Et il y avait une randomisation pour recevoir soit du placebo, soit 2 comprimés de doxycycline qui devaient être pris dans les 72 heures suivant l'extraction de la tique. Et le résultat, c'est que ça marche. Il y a 87% d'efficacité de cette prophylaxie. Mais le deuxième résultat, c'est que si vous êtes dans le groupe placebo, donc si vous n'avez rien pris, et bien que ce soit dans les situations maximales de risque, puisque c'est dans une zone très très infestée et avec une confirmation que la tique, c'est bien celle qui transmet, et bien dans ce groupe-là, le risque de faire un érythème migrant est de 3%. Ce qui veut dire, alors si on regarde un peu plus près, comme il y avait les entomologistes, ils ont pu classer les tiques entre non engorgées, engorgées ou très engorgées. Donc le risque augmente à mesure de l'engorgement de la tique, qui reflète bien le fait qu'elle est là depuis longtemps et qu'elle a eu le temps de se nourrir. Donc le maximum, si la tique est très engorgée dans cette étude, c'était 25% d'érythème migrant. Et l'autre façon d'exprimer ça, c'est que si on applique cette règle-là, et même dans ces conditions extrêmes, finalement, il faut donner des antibiotiques à 36 personnes pour éviter un cas d'érythème migrant. Du coup, les recommandations américaines, mais qui ont été reprises par la plupart des pays après, c'est de dire que la meilleure prévention, c'est d'éviter les piqûres en mettant plutôt des manches longues et en évitant les zones de peau découvertes quand on va se promener dans les prairies, et puis en faisant l'extraction, et que l'antibioprophylaxie n'est pas recommandée en routine. Elle peut être proposée quand on est dans une zone hyperendémique, quand on pense que la tique est restée plus de 24 ou 36 heures, et ça on peut le savoir à travers l'engorgement. Quand on l'a enlevée, enfin quand elle a été enlevée récemment, parce que si elle a été enlevée il y a une semaine, ça ne vaut plus le coup, la bactérie a eu le temps de diffuser, et s'il n'y a pas de contre-indication à la doxy. Et il recommande de ne faire ça que si on est dans une zone où la proportion de tiques est supérieure à 20%, ce qui n'existe dans aucun endroit en France. Donc les recommandations en France, c'est de ne pas faire d'antibioprophylaxie post-piqûre de tiques. Alors on pourra en reparler dans les questions. Dans les cas très particuliers, des gens qui nous appellent en disant « je viens de retirer 12 tiques chez mon enfant qui venait de passer 2 jours avec les scouts et dans un endroit où il y a plein de maladies de Lyme », on n'est pas non plus des intégristes, donc on peut autoriser et permettre de prendre les 2 comprimés de doxycycline et on n'en parle plus. Mais d'une manière générale, ce n'est pas recommandé. Donc voilà à quoi ressemblent les tiques dans les différents stades. Donc en haut à droite, vous avez les nymphes et en bas à droite, vous avez les adultes. Et en fonction de la durée de fixation, vous voyez que finalement les pattes disparaissent à cause de l'augmentation de volume de l'abdomen. Donc ça permet d'avoir une idée un peu indirecte du temps d'exposition. Alors là, j'ai une jolie diapositive que j'ai empruntée à mon collègue d'Alsace qui fait beaucoup de topo là-dessus, donc a fait une belle animation. En gros, comme souvent en médecine, pour faire un diagnostic, il faut un faisceau d'arguments. Et pour la maladie de Lyme, il y a 3 choses à considérer. Est-ce qu'il y a pu y avoir une exposition? Elle peut être passée inaperçue, mais il faut quand même envisager l'exposition. Est-ce que la clinique est évocatrice? Et est-ce qu'on est dans les situations où j'ai besoin de renforcer la suspicion par un test? Et le test pour la maladie de Lyme, comme vous savez, c'est la sérologie. Alors on va aller étape par étape parce que l'intérêt des tests est un peu différent en fonction des étapes. Pour la phase précoce, localisée, qu'on appelle l'érythème migrant, c'est quelque chose qui est asymptomatique, donc ça peut vraiment passer inaperçu. Ça fait pas mal, ça gratte pas, ça donne pas de fièvre. Ce qu'on sait, c'est que ça apparaît dans les 3 à 30 jours qui suivent donc la piqûre de tique et que ça s'en va spontanément en 1 à 5 semaines. Donc vous en avez sans doute tous déjà vu ou au moins des photos. C'est quelque chose de très limité, mais finalement d'assez discret. Et c'est vrai que si c'est une zone de peau qu'on ne regarde pas, on ne saura pas qu'on a fait un érythème migrant. Il y a des formes un peu plus marquées, parfois assez précoces, qu'on appelle l'érythème migrant multiple, qui se voit souvent chez les enfants. Donc là, vous voyez, ou c'est peut-être pas très clair sur la photo, mais c'est plusieurs érythèmes migrants dans le dos d'une dame. Et j'aime bien cette photo parce que si on regarde d'un peu plus large, on s'aperçoit qu'elle a aussi un pansement en bas du dos. Et en fait, c'est une patiente qui avait fait en même temps l'érythème migrant multiple et la neuroborréliose. Et ça transmet un message, c'est que les étapes dans la maladie de Lyme peuvent se télescoper de manière un peu piégeante. C'est-à-dire qu'on peut penser n'avoir affaire qu'à une phase localisée précoce, alors que la phase neurologique est en train de s'installer. Et on en reparlera au moment des recommandations de traitement. La neuroborréliose. Donc pour toutes les localisations potentielles du Lyme, ce qu'on a décidé de faire avec les collègues, donc notamment les neurologues et les rhumatologues qui étaient les spécialistes de ces localisations, c'est de
distinguer ce qui doit faire évoquer une borréliose, même si à la limite on n'a pas d'argument autre, mais il y a des présentations sur lesquelles on doit se poser la question de la maladie de Lyme, et ensuite la liste de symptômes qui peuvent faire discuter la maladie de Lyme s'il y a d'autres raisons d'y penser. Donc pour la neuroborréliose, si vous avez une méningo-radiculite, notamment avec des douleurs qui ressemblent à du zona, mais les vésicules qui n'apparaissent pas, ça doit vraiment faire évoquer la maladie de Lyme. Et l'autre chose, c'est la paralysie faciale, et particulièrement la paralysie faciale chez l'enfant, chez qui il n'y a quasiment pas, enfin il n'y a presque pas d'autres raisons de faire une paralysie faciale, ça doit faire évoquer la maladie de Lyme, y compris en dehors de tout contexte. Ensuite, il y a une liste de maladies dans lesquelles, une fois qu'on n'a pas trouvé, qu'on a une liste d'étiologies à envisager, on peut rajouter la sérologie de Lyme, et vous voyez qu'il est un petit peu plus longue et plus discutée. Pour les borrélioses articulaires, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que la borréliose articulaire, ça touche vraiment dans plus de 90% des cas le genou, et que ça donne effectivement des arthrites, mais des arthrites pas très cognées. En général, les gens peuvent encore marcher, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire si on a une arthrite à staphylocoque. Et puis après, il y a effectivement des douleurs articulaires qui peuvent se voir dans le cadre des maladies de Lyme, mais en général qui ne sont pas isolées, qui ne doivent pas faire le diagnostic à elles seules, et qui s'améliorent sous traitement spécifique. Quel test diagnostic il faut faire quand on est dans ces phases-là? Donc à la phase initiale, on en reparlera tout à l'heure, l'érythème migrant, vous savez tous qu'il n'y a aucun intérêt à faire la sérologie qui est très souvent prise en défaut. Et pour les phases neurologiques et articulaires, il y a comme souvent deux moyens de faire les diagnostics. Les tests directs où on observe directement la bactérie, qui sont soit la culture, et pour la maladie de Lyme, ça marche très mal. C'est très difficile à faire pousser. Et la PCR, et pour la maladie de Lyme, elle est plutôt bonne sur les biopsies, notamment les biopsies de peau, quand on a des doutes, ou bien les biopsies articulaires, mais pas très bonne sur le liquide cérébrospinal, donc du coup, sa valeur prédictive négative, là, n'est pas bonne. Et la sérologie que vous connaissez, donc c'est un peu comme dans le VIH ou comme dans d'autres maladies, on a un test qui est très sensible, du coup, qui ne va pas passer à côté d'un cas qui s'appelle l'ELISA et qu'il faut confirmer par un test qui, lui, est très spécifique, qui est le Western blot. Et avec la combinaison des deux, on arrive à documenter le fait que le patient a été exposé, mais ce n'est pas ça qui va nous dire si la maladie est active, et ce n'est pas ça non plus qui va nous servir après traitement pour savoir si on a débarrassé le patient ou pas de sa maladie de Lyme. Donc voilà, vous reverrez ça dans les recos, mais c'est en fonction du stade clinique. Si on a la phase localisée au début, ensuite disséminée précoce, où on commence à avoir des formes neurologiques ou des formes cutanées disséminées, ou voire des formes articulaires, et en fait disséminées tardives, vous avez le diagnostic clinique qui devient de moins en moins bon. Il suffit à la phase initiale d'érythème migrant, et puis après c'est beaucoup plus difficile. Et par contre, le diagnostic sérologique qui prend de l'ampleur et qui devient indispensable. Et les gens qui travaillent notamment au Centre national de référence des borrélioses disent que quelqu'un qui a des symptômes depuis plus de 6 semaines et qui a une sérologie négative n'est pas une borréliose de Lyme. Une fois qu'on a fait le diagnostic, comment on les traite? Donc là, je vous reprends des études qui ont bien fait le point là-dessus. C'est des études assez anciennes. La maladie de Lyme a gagné son nom dans les années, vers la fin des années 70. Donc ils ont fait une étude dans le Connecticut, qui est l'endroit où se trouve justement le comté de Lyme, entre 80 et 82. Ils ont regardé à quoi la bactérie était sensible in vitro. Et en fait, comme on disait, elle est très sensible aux pénis, aux cyclines, aux céphalos à partir de la 2e génération. Et ils ont fait des études randomisées. Alors, je vous en ai sorti une pour ne pas faire tout le détail. Mais là, ils avaient inclus 180 patients. Ils les avaient randomisés dans un des 3 bras avec la doxycycline, plus ou moins la ceftriaxone dans le 3e bras. Ils avaient comparé différentes durées. Et ils avaient surtout pris soin de bien évaluer les patients longtemps après, pour bien s'assurer qu'il n'y avait pas un traitement qui était meilleur que l'autre, jusqu'à 30 mois après le diagnostic initial. Et comme vous voyez, ils avaient entre 85 et 90% de guérison dans les 3 bras, sans différence significative. Et ceux qui n'étaient pas guéris, le plus souvent, c'est qu'ils avaient repris un traitement, mais on ne sait pas s'ils n'auraient pas guéri quand même. Donc c'est une maladie qui, globalement, doit guérir dans quasiment 100% des cas. Donc dans nos conférences de consensus, quand on a dû décider des traitements à proposer, en s'appuyant sur ces études et sur d'autres, et en tenant compte du fait que la forme neurologique peut être assez précoce et qu'elle n'est pas sensible à l'amoxicilline, mais qu'elle est bien sensible à la doxycycline, on a recommandé en première ligne, y compris à la phase précoce, donc à l'érythème migrant, de privilégier la doxycycline.
Et la durée du traitement, c'est comme dans la syphilis, c'est court si les gens sont contaminés depuis pas longtemps, donc 2 semaines suffit pour l'érythème migrant, et ça devient plus long quand les gens sont contaminés depuis longtemps, donc si on a des formes neurologiques articulaires, vous verrez qu'on peut passer à 3 semaines, voire 4 semaines de traitement pour la doxycycline. En deuxième ligne, notamment quand la doxy est contre-indiquée, on met l'amoxicilline, qui a l'avantage de pouvoir être donné à des enfants, par exemple, ça existe en sirop, ça peut être donné à des femmes enceintes, et ça marche bien quand même, hein, on n'est pas en train de dire que ça ne marche pas, mais simplement la doxy a l'avantage de protéger aussi sur les éventuelles neuroborrélioses débutantes. Les 2 autres avantages de la doxycycline, c'est que c'est actif aussi sur d'autres bactéries potentiellement transmises par les tiques, comme par exemple la rickettsiose ou l'anaplasmose. Et puis enfin, c'est très peu pourvoyeur de résistance. Vous savez que par exemple, dans l'acné, les gens peuvent prendre de la doxycycline pendant 3 mois et que ça ne perturbe absolument pas les microbiotes. Tandis que l'amoxicilline, même si ce n'est pas non plus très très toxique, mais c'est quand même favorise un petit peu les résistances aux céphalos. Pour les neuroborrélioses, on a eu par rapport aux dernières recos pas mal d'études qui montrent que ça marche très bien la doxycycline, y compris pour des neuroborrélioses avec des méningites, des méningoradiculites, des paralysies faciales. Donc ça permet de traiter les patients péros. Il faut juste pousser un peu la durée de traitement si les gens sont contaminés depuis un peu plus longtemps. Et pour les formes articulaires, la doxycycline aussi est en première ligne, mais comme en général c'est des maladies qui sont un peu plus anciennes, on recommande plutôt 28 jours. Donc finalement, les recos de traitement sont assez simples. C'est doxycycline pour tout le monde, quelle que soit la forme, avec des durées variables. Ensuite, et pour terminer, pour faire un peu la transition avec les collègues, qu'est-ce qu'on fait quand, après avoir écouté le patient, fait le compte de tout ce qui nous avait amené comme document en consultation, examiné, et qu'on se rend compte qu'il y a quand même assez peu de chances que ce soit une borréliose de Lyme? Mais on a eu pas mal de publications récentes avec plusieurs centaines de patients à chaque fois dans des endroits très variables, hein, Paris, Besançon, Nancy, Villeneuve, Saint-Georges, de consultations un peu spécialisées là-dessus qui avaient essayé de faire un peu de recueil systématique de ce qu'on trouve et de ce qu'on peut apporter de mieux aux patients quand il y a cette suspicion-là, mais finalement pas de confirmation. Une des premières infos, c'est que c'est assez stable, et des études aux États-Unis ont trouvé la même chose, c'est qu'en gros, dans ces cohortes de patients qui consultent pour suspicion de Lyme, quand on a bien fait le tour, on se retrouve comme diagnostic de sortie de consultation entre 10 et 20% de Lyme, à peu près. Le reste, c'est dominé par des maladies rhumatologiques, neurologiques, éventuellement psychiatriques, on aura l'occasion d'en parler. Parfois, il n'y a pas de diagnostic, et parfois, c'est des choses très étonnantes, hein. On pourra en discuter après aussi. Donc les diagnostics différentiels, c'est la liste de ce qui a été trouvé dans ces cohortes, et ça va faire l'objet des discussions ensuite. Il y a un point qui est vraiment important, c'est qu'on a tous maintenant, et ça s'accumule au fil des années, des histoires catastrophiques de maladies complètement négligées parce que les gens étaient venus avec l'étiquette Lyme et qu'ils ont été un peu enfermés dans cette étiquette par des gens qui ne se sont pas trop posé des questions ou qui n'ont pas voulu aller jusqu'au bout des questions qui se posaient. Donc ça, c'est une des nombreuses publications sur le sujet. Là, c'est 3 patients qui avaient des néoplasies pour lesquels il y a eu entre 1 an et 1 an et demi de retard diagnostique parce qu'on avait dit c'est du Lyme. Il faut qu'ils prennent plusieurs mois de doxycycline avec des combinaisons de clarithromycine et de plaquenil, etc. Et ça ira mieux. Et ça, c'est vraiment des histoires qu'on voit tous les jours, avec dans cette publication-là, et je crois qu'il y en a il y en a un des 3 qui est décédé, et les 2 autres qui ont vraiment eu des séquelles de cette longue perte de chance liée au fait qu'on soit enfermé dans le diagnostic de Lyme. Et donc ça, c'est une publication américaine, mais ça, c'est une genre d'ordonnance qu'on peut voir. Et donc là, ça sort du service de pointe normalement sur la maladie de Lyme. Donc voilà comment sont traités parfois les patients qui ont ces étiquettes de Lyme. Là, il y a une douzaine d'antibiotiques. Pas tous des antibiotiques, il y a des antiparasitaires, des anti-champignons sur plusieurs mois. Il n'y a aucun rationnel à faire ça, il n'y a aucune idée des interactions. Et ce qu'on sait par contre, c'est que c'est toxique et que ça fait rater des diagnostics. Pour finir sur des choses un peu solides quand même, il y a eu 2 études randomisées qui montrent bien ce qu'on peut proposer de mieux à ces patients qui ont cette étiquette mais qui n'ont pas eu la preuve que c'était ça et qui n'ont pas bien répondu au traitement. La première, qui avait été faite en double aveugle aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, montrait que chez des patients avec des symptômes persistants attribués à la maladie de Lyme, qui avaient déjà été traités comme c'est recommandé et qui ne restaient pas mieux, le fait de reprendre une longue cure avec, là ils avaient 1 mois de ceftriaxone et ensuite 2 mois de doxycycline, ne faisait pas mieux que le placebo sur des critères divers, mais notamment la qualité de vie, l'état psychologique, etc.
un moment où on avait cette étude-là qui était connue, les collègues européens qui sont un peu ce qu'on appelle des Lyme doctors disaient oui, mais c'est pas pareil en Europe, c'est pas la même bactérie exactement, donc ça doit pas être pareil. Donc pour répondre à cette interrogation qui était tout à fait légitime, des collègues européens ont fait le même essai sur des gens qui ont des traitements un peu compliqués et qui ont des symptômes potentiellement attribués à la maladie de Lyme. Et dans cette étude-là, ils ont rajouté doxy plus claritro plus hydroxychloroquine pendant 12 semaines et comparé au placebo. Et là encore, ce n'était pas mieux que de placebo. La bonne nouvelle dans ces deux études-là, c'est que les patients vont mieux. Les patients s'améliorent au fil du temps, qu'ils aient le placebo ou qu'ils aient les cures d'antibiotiques. Et il y a une étude danoise qui montre qu'à distance, ils n'ont pas plus de séquelles que la population générale. Donc finalement, c'est les symptômes qui finissent par s'améliorer, y compris avec la maladie de Lyme, mais pour lesquels il n'y a pas de bénéfice à multiplier les antibiothérapies. Donc pour conclure, je suis juste dans les temps, les faits concrets, c'est que c'est une vraie maladie qui n'est pas rare et qui est potentiellement grave. Ça, personne ne va dire le contraire. Il n'y a pas de déni sur la maladie de Lyme. Que c'est des manifestations multiples et peu spécifiques qui ne nous aident pas beaucoup. Que le diagnostic est imparfait puisqu'on ne peut pas mettre en culture ou très rarement et que du coup, on n'a pas de contrôle de la guérison. Mais ce dont on est sûr, c'est que la bactérie reste très sensible aux antibiotiques. Il n'y a pas de raison d'en mettre longtemps ou de mettre des combinaisons. Que quand la sérologie est négative et que les symptômes sont là depuis plus de 6 semaines, c'est probablement que ce n'est pas ça. Et que quand, par contre, c'est ça, la doxycycline entre 2 à 4 semaines permet de faire le mieux qu'on peut faire pour le patient, même si certains gardent des symptômes. Après, il faut simplement prendre en charge les symptômes et attendre que ça finisse de s'améliorer, puisqu'on sait qu'il n'y a aucun bénéfice des antibiothérapie prolongées sur ces patients. Je vous remercie de votre attention. Nicolas Thomas, médecin généraliste. Je ne sais pas si vous l'avez dit au départ, mais la part de pourcentage d'hérités migrants, est-ce que l'hérité migrant est obligatoire dès qu'il y a infestation? En tout cas, elle n'est pas obligatoire pour le diagnostic. Après, on n'a pas de moyen de vraiment le savoir. C'est-à-dire que dans les gens qui ont des érythèmes migrants, on les traite. Et les gens qu'on voit plus tard avec des neuroborrélioses ou des Lyme articulaires, par exemple, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'érythème migrant puisqu'on est quelques semaines plus tard. Donc on ne sait pas si dans l'histoire naturelle de la maladie, il y a forcément un érythème migrant. Ce qu'on sait par contre, c'est l'étude que je vous ai montrée où ils ont fait le placebo versus doxycycline après morsure de tique, c'est que le risque de faire un problème quand on n'a pas été traité est nul après au long cours. Bonjour, Théophile du DMG de Rouen. Une première question sur les cas de zone d'endémie. Moi, j'ai eu le cas aux États-Unis, juste à côté de Lyme. J'étais en vacances avec ma fille qui s'est fait piquer. Du coup, j'ai regardé les recommandations, comme vous avez très bien mentionné. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant en prophylaxie post-exposition chez les enfants de moins de 8 ans. Apparemment, l'amoxicilline n'est pas prouvée efficace. Donc je voulais savoir pourquoi elle n'est pas prouvée efficace alors que la doxy est possible. Voilà. Alors, dans notre groupe de recommandations, là, il y avait pas mal de pédiatres aussi, et ils sont très rassurants sur la possibilité d'utiliser la doxycycline chez l'enfant pour des traitements ponctuels. Et donc, je pense que si j'avais été dans votre situation, je pense qu'on peut donner de la doxycycline chez l'enfant. Il n'y a pas de risque majeur sur un traitement très ponctuel. Vous savez que classiquement, c'est l'histoire de la coloration des dents. Hein, c'est ça qui fait ne pas recommander la doxycycline chez l'enfant. Et c'est un effet indésirable qui a été beaucoup rattaché à la tétracycline, mais quasiment jamais à la doxycycline. Donc, dans le cas particulier, on n'a pas de données avec l'amoxicilline parce qu'il n'y a jamais eu d'études. Il est possible que ça marche beaucoup moins bien parce que ça n'a pas d'action intracellulaire, l'amoxicilline. Donc chez l'enfant, dans cette situation extrême, c'est-à-dire enfant piqué dans une zone hyperendémique avec une tique qui serait restée longtemps, on aurait tendance à faire la doxycycline. D'accord, merci. Et juste une petite remarque sur l'ordonnance que vous avez mise. Il y a le nom du confrère qui a prescrit. Je ne sais pas si c'est très confraternel de laisser. Voilà, c'est juste une petite remarque. Merci. Ok, message reçu. Oui, merci pour cette présentation. Rémi Boussageon de Lyon. J'avais une question naïve, en fait. Dans l'érythème migrans, est-ce que les antibiotiques ont montré qu'ils prévenaient quelque chose? Parce que
vous faites appel aux essais randomisés pour le syndrome, pour le persistant post-Lyme, mais dans l'érythème migrans, est-ce qu'on a des essais contre placebo qui montrent qu'un antibiotique pendant 14 jours, doxycycline ou amoxicilline, va prévenir de ces complications? Est-ce que vous avez voilà, on n'a pas d'essais contre placebo. Non. Ça se base sur quoi alors? Ça se base sur c'est des études historiques, mais ce serait plus éthique maintenant de faire des études contre placebo. C'est-à-dire qu'avant, et ça date, les premières observations, c'est dans 1900 et des poussières en France. Il y avait un médecin qui avait beaucoup étudié ça s'appelait, je ne me rappelle plus le nom, mais on ne savait pas encore que c'était une bactérie. Mais en tout cas, ils avaient bien vu qu'il y a une proportion des gens qui font des érythèmes migrants qui vont après faire des paralysies faciales, des formes articulaires, etc. Et les essais randomisés que je vous ai montrés, ils n'ont pas osé mettre du placebo. Ils savaient qu'ils avaient un traitement qui marchait. Ils ont juste comparé 10 jours versus 20 jours versus... Et qui marchait sur quoi? Sur l'érythème migrant. C'est un bel objectif thérapeutique. Ça fait disparaître quelque chose qui ne gratte pas et qui fait pas mal et qui passe inaperçu. Mais ça fait disparaître quelque chose qui est associé à un risque de paralysie faciale et de forme articulaire. Je pense qu'un comité d'éthique refuserait de proposer un placebo. C'est une vraie question parce que je me posais la question de l'intérêt de le faire. Si l'objectif c'était l'érythème migrans, mais vous avez répondu à ma question. Je crois que c'était le fait qu'on avait mesuré dans les biopsies la disparition du germe aussi. C'était des critères de biopsie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. Dans la biopsie, on sait maintenant grâce à la PCR qu'il y a plein de bactéries dans les érythèmes migrants. Mais à l'époque où ils ont fait ces études-là, il n'y avait pas encore les PCR. Donc ça ne faisait pas partie des études, non. Henri Partouche, merci pour cette présentation. J'ai fait partie du groupe de travail avec Pierre Tadevin pour le CNGE et avec Xavier. Et je confirme la fluidité des relations entre toutes les sociétés savantes qui étaient là et la qualité des discussions. Et je voudrais appuyer aussi le fait qu'on a beaucoup insisté sur le biais cognitif. Les biais cognitifs au moment des diagnostics des formes compliquées de Lyme et dans le raisonnement clinique. Et ça, c'est une chose qui est régulièrement retrouvée dans les papiers et donc Xavier va en parler. Voilà. Laurence Vera, j'exerce en Haute-Savoie. Je voulais juste savoir ce qu'en Suisse, ils vaccinent pour la maladie de Lyme. Je voulais savoir ce qu'il en était. Alors, il y a eu un vaccin qui a été commercialisé aux États-Unis pendant quelques années et au bout de quelques années d'utilisation, alors que c'était dans des zones hyper-endémiques, il a été retiré parce qu'ils avaient estimé que le rapport bénéfice-risque n'était pas favorable. Donc on a l'impression que dans un pays comme la France, avec une épidémiologie plus basse, on serait encore moins favorable, mais ce n'est pas abandonné. Il y a des équipes qui travaillent encore à essayer de mettre au point un vaccin, mais il posait un peu de souci de tolérance, celui qui avait été commercialisé aux États-Unis. Et celui de la Suisse, je ne sais pas si c'est le même. Merci beaucoup.